Bonjour à tous et bienvenue pour cette troisième et dernière vidéo de mon thème quand le sport rime avec propagande. Après avoir vu le fascisme et le nazisme, il nous restait un dernier régime totalitaire à voir. Donc aujourd'hui, nous allons franchir le rideau de fer, direction le bloc soviétique. Allez, c'est parti. Dans l'Union soviétique naissante des années 1920, la politique sportive est plutôt renfermée sur elle-même. Pas question de participer aux compétitions internationales. Ainsi, l'URSS ne prend ni part aux Jeux Olympiques, ni même aux Olympiades ouvrières qui se tiennent à Francfort en 1925 et qui sont organisées par la Confédération sportive internationale du travail, une institution proche des socialistes et des sociodémocrates. Pas question non plus de mettre des sportifs en avant, l'approche se doit d'être collective. L'idée est de développer la culture physique au sein de la population. Sous l'égide du ministère de la Santé, il est question de rendre la santé à une population marquée par les tares accumulées sous le tsarisme. L'homme nouveau soviétique doit voir le jour. Puis petit à petit, l'ouverture va se faire. Ainsi, dès 1928, l'Internationale rouge sportive, dont le but est de réunir les différentes organisations sportives ouvrières d'Europe, lance les premières Spartakiades internationales organisées en juillet à Moscou. Ce ne sont pas moins de 4500 athlètes qui y participent, dont de nombreux étrangers. Puis la bascule va réellement se faire dans les années 1930, quand Staline comprend l'importance du sport dans l'image qu'il pourrait donner du régime communiste. De ce fait, l'Internationale rouge sportive est dissoute en 1937. Freinée par la Seconde Guerre mondiale, l'URSS rejoint le Comité international olympique en 1951 et participe aux deuxièmes Jeux olympiques d'après-guerre, ceux d'Helsinki en 1952. Alors vous allez me dire, pourquoi seulement à partir des deuxièmes? Eh bien tout simplement parce qu'en 1948, pour les Jeux olympiques de Londres, Staline estime que l'URSS n'est pas prête. Pour lui, elle doit frapper fort d'entrée et a donc besoin de 4 années de préparation supplémentaires. Et les résultats ne vont pas tarder à se faire attendre. Hormis les Jeux Olympiques de 1984, l'URSS termine toujours dans les 2 premières places des tableaux des médailles, collectant 1204 breloques, dont 495 en or, en seulement 9 participations. À titre de comparaison, la France compte 823 médailles, dont 423 en or, mais en 27 participations. Du fait de ces résultats, le sport fera part intégrante de la guerre froide avec les États-Unis. Pour arriver à de tels résultats, les sports à fort potentiel de médailles comme la gymnastique ou l'athlétisme sont privilégiés et un système très organisé et quasi militaire est mis en place avec des détections dès l'enfance et un apprentissage au sein d'écoles spécialisées. Officiellement amateurs, les sportifs sont soutenus financièrement par l'État, ce qui donne aux soviétiques un avantage indéniable dans de nombreux sports comme le basketball où les Américains ne peuvent aligner que des joueurs universitaires. Les grands corps d'État sont également mobilisés en ayant leur propre structure. Ainsi, quand le nom d'un club est précédé de la notion dynamo, comme le Dynamo Moscou ou le Dynamo Kiev, c'est qu'il appartient au renseignement intérieur. Quand il s'agit de l'Étoile Rouge, c'est qu'il appartient à l'armée. Enfin, les sportifs peuvent bénéficier des progrès de la science, autrement dit, le dopage. Dans les autres pays du bloc de l'Est, la politique sportive n'en est pas moins importante, notamment en Allemagne de l'Est. Ce pays, 16 fois moins peuplé que l'URSS et les États-Unis, réussira l'exploit de compléter régulièrement le podium des tableaux de médailles aux Jeux Olympiques derrière les 2 géants. En 5 participations, elle cumule 519 médailles dont 192 en or. La clé de son succès repose sur une approche scientifique encore plus poussée qu'en URSS. Il s'agit bien sûr de dopage avec des conséquences parfois dramatiques comme nous le verrons dans la suite de la vidéo. Les Jeux Olympiques de 1980 à Moscou auraient dû être pour les soviétiques l'équivalent des Jeux Olympiques de 1936 à Berlin pour les nazis. Malheureusement pour eux, l'invasion de l'Afghanistan quelques mois plus tôt en 1979 par l'URSS entraîne le boycott de certaines nations avec à leur tête les États-Unis. En tout, ce sont 50 délégations qui décident de ne pas participer à cette édition. Certaines nations, comme la France, décideront de participer mais sous la bannière olympique. Ainsi, en cas de victoire française, ce n'est pas la Marseillaise qui est jouée, mais l'hymne olympique. Sans la concurrence américaine, l'URSS écrase la compétition, remportant 195 médailles, dont 80 en or.
Il serait cependant réducteur d'abaisser la valeur sportive de ces Jeux, puisque 32 records du monde sont battus lors de cette édition. D'autres événements seront là pour montrer la puissance du régime communiste, notamment avec l'Allemagne de l'Est qui bat l'Allemagne de l'Ouest dans la course aux médailles des Jeux Olympiques de 1972 à Munich, ou encore la victoire de ces mêmes Est-Allemands sur leurs homologues de l'Ouest lors de la Coupe du Monde de football en 1974 qui a lieu en RFA. Heidi commence l'athlétisme à l'âge de 13 ans en RDA. Lanceuse de poids, elle remporte les championnats d'Europe en 1986. Mais comme beaucoup de sportifs est-allemandes, elle va être dopée à son insu à base d'un traitement aux anabolisants et surtout aux hormones masculines. Résultat, Heidi perd peu à peu sa féminité et développe des traits masculins. Atteinte de troubles de l'identité sexuelle après sa carrière, elle décide de subir une opération pour changer de sexe et devient Andreas Krieger. En raison de ce dopage, comme elle, de nombreux sportifs est-allemandes vont subir de graves conséquences sur leur santé mentale et physique, comme des cas de stérilité. En tout, on estime à 10 000 sportifs, hommes comme femmes, ayant été dopés en RDA durant les années 70 et 80. Certaines victimes essayent difficilement d'obtenir réparation. Nadia Comaneci, c'est d'abord un moment de perfection aux barres asymétriques lors des Jeux Olympiques de Montréal en 1976. Tel un oiseau, elle vole de barre en barre avec grâce et légèreté, ce qui lui permet de devenir la première gymnaste à obtenir la note maximale de 10. En tout, sur cette Olympiade, elle remporta 5 médailles, dont 3 en or, avec 7 fois la note maximale, alors qu'elle n'a même pas 15 ans. Dès lors, son destin s'accélère. Elle devient une idole pour le régime de son pays, la Roumanie, celui du dictateur Ceausescu, qui l'a fait héros du travail socialiste, l'une des plus hautes distinctions du bloc de l'Est. Alors qu'elle est entraînée par Bela Karolyi depuis ses 7 ans dans sa ville natale d'Onesti, le régime décide en 1977 de la séparer de son mentor de toujours et de l'amener sur la capitale Bucarest. Nadia vit très mal cette séparation. Hors de forme et en surpoids, elle parvient cependant à remporter le titre de championne du monde à la poutre en 1978. Devant cette expérience difficile, le régime lui autorise à rejoindre le groupe de son ex-entraîneur. À Moscou, aux Jeux Olympiques de 1980, elle remporte 2 nouveaux titres avant de prendre sa retraite l'année suivante. Après cette date, sa vie va se compliquer. Très populaire, elle devient gênante pour le régime qui décide de la suivre continuellement. De plus, elle doit vivre une idylle forcée avec le fils du dictateur Nicu Ceausescu. Après plusieurs tentatives infructueuses, dont notamment une lors des Jeux Olympiques de 1984 à Los Angeles, elle parvient à fuir le pays en novembre 1989, quelques semaines seulement avant la chute du régime. Elle vit désormais aux États-Unis. Si sur le plan des résultats, la politique sportive du bloc de l'Est est une totale réussite, sur le plan humain, le revers de la médaille est terrible. Comme pour le reste de la population, les autorités devront faire face à de nombreuses tentatives, parfois réussies, de fuite de sportifs vers l'Ouest. De plus, les conséquences d'un dopage de masse sur la santé de ces champions se fait encore aujourd'hui ressentir. Des pratiques qui ne semblent pas totalement encore aujourd'hui oubliées, comme le montre l'affaire récente de dopage d'État révélée en Russie ces derniers mois. Mais cela est une autre histoire. Malgré des résultats et des méthodes très différentes, il est intéressant de noter que la politique sportive de ces 3 régimes totalitaires s'est d'abord intéressée au sport de masse avant de se tourner vers le sport de haut niveau. Et cela toujours dans un même but, montrer la puissance de leur régime. Si j'ai pris volontairement des cas du passé pour illustrer mes propos sur le sport et la propagande, des cas plus récents existent. Citons par exemple la politique sportive chinoise qui a vu l'explosion des médailles de ce pays aux Jeux Olympiques depuis les années 90, avec en point d'orgue les Olympiques de 2008 à Pékin. Ou encore la politique sportive des pays du Golfe, comme le Qatar, faite de prise de participation dans les grands clubs européens, comme le PSG, ou encore la naturalisation de sportifs tels que les Kenyans en athlétisme ou la construction de toutes pièces d'une équipe nationale en hand. La France n'est pas en reste dans ce domaine. Après des Jeux Olympiques de Rome en 1960 catastrophiques où aucune médaille d'or n'est remportée, le général de Gaulle lance, via son ministre des Sports Maurice Herzog, un vaste programme de construction d'équipements sportifs dans tout le pays. Entre 1961 et 1975, on estime à 4000 gymnases, 1500 piscines et 8000 terrains de sport qui sont construits sur tout le territoire.
En 1975, c'est l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance, l'INSEP, qui est créé et qui est encore aujourd'hui le berceau de nombreux sportifs de haut niveau français. Enfin, la tournure politique qu'a pu prendre l'affaire de Naïsna en 2010, où les footballeurs français avaient décidé de faire grève, nous montre encore l'importance considérable qu'a le sport sur l'image d'un pays. Voilà, c'est la fin de cette trilogie. J'espère que cette forme un petit peu particulière de vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce vert ou un commentaire, ça fera toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Moi, je vous dis à très bientôt pour une petite surprise. En attendant, sportez-vous bien!